Pierrette. Nous sommes heureux d'ouvrir le bal des interviews hors scène avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots et ainsi que ton rapport au théâtre de la Contrescarpe? D'accord. Alors quelques mots, ça va être difficile, mais je vais essayer. Donc je suis Pierrette Dupoyet, je suis à la fois comédienne, auteure dramatique et metteur en scène. Je crée mes spectacles chaque année avec une nouvelle création que je fais au Festival d'Avignon et ensuite je viens les jouer au théâtre de la Contrescarpe. J'ai donc déjà joué 9 spectacles et le prochain sera, Dreyfus l'affaire, voilà. Si le contexte corona nous le permet, mais on va croiser les doigts donc voilà, je travaille toute seule, c'est peut-être une de mes spécificités, c'est-à-dire que comme je l'ai dit, j'écris, je joue, je mets en scène, mais je fais aussi les éclairages, la conception du décor, la conception du costume et pour écrire, je fais moi-même mes recherches. Alors, selon le sujet, ça peut être les archives nationales si c'est un texte sur Jaurès ou sur Dreyfus, ça peut être d'aller visiter un endroit comme George Sand, d'aller voilà, voir la mare au diable, etc., etc. Et je fais moi-même la promotion de mes spectacles, c'est-à-dire je n'ai pas d'attaché de presse, pas d'impresario, pas de sponsor, pas de mécène, je ne veux rien de tout ça, je veux qu'on me laisse libre. Donc je suis une fille libre. Et dernière spécificité, je joue beaucoup à l'étranger, notamment dans les pays un peu compliqués, on va dire pour faire soft, donc les pays en guerre ou les pays en très grosses difficultés économiques ou en émeute. C'est-à-dire le Rwanda, Haïti, le Liban, la Libye, la Serbie, enfin je suis allée dans ces endroits-là quand tout allait mal et parce que la venue d'un spectacle, déjà d'une comédienne parisienne, donc française, qui venait jouer en pleines émeutes ou sur des lignes de démarcation, ça c'était extraordinaire, l'accueil a toujours été extraordinaire, parce que la langue française, qu'on le veuille ou non, est quand même très, très, très appréciée à l'étranger. Voilà. Donc, je ne sais pas si la présentation suffit à savoir qui je suis, mais voilà. Si, si, c'est très bien. Donc même plus que ça, tu participes au rayonnement de la France à l'étranger, si j'ai bien compris et c'est super. Hem, alors justement là, tu vas jouer Dreyfus l'affaire chez nous, normalement, comme tu dis, si la situation le permet. Ça a déjà été reporté 2 fois et Ouais. on a réussi à caler de nouvelles dates tous les dimanches de juin 2021 à 14h30. Et par rapport à ce spectacle, Dreyfus l'affaire, je remarque que tu joues un homme, c'est rare, sauf erreur de ma part, c'est la première fois, non, au théâtre, de la Euh, Contrescarpe que tu incarnes un homme? à la contrescarpe, oui, je crois que c'est la première fois, c'est vrai, oui. D'accord, très bien et pour toi, c'est Mais dans pas mon du tout, Voilà, mais dans mon répertoire, j'ai déjà joué les hommes, hein. J'ai fait Léonard de ah Vinci, oui. voilà, j'ai fait Les Paysans de Jean Giono, j'ai fait L'étranger de Camus, voilà, donc moi, ça me dérange pas du tout de jouer un homme ou une femme. Ça n'a aucun, ce qui m'intéresse, c'est le propos que je vais tenir, c'est-à-dire les valeurs que je vais défendre. Après, l'apparence, c'est pas un problème, c'est pas un problème. Très bien, on comprend que finalement tu défends une histoire, enfin, une Voilà. histoire que ce soit un homme ou une femme, de la même façon. Très bien, alors on a sondé nos spectateurs, ces derniers jours Ouais. et ils ont voulu, te poser des questions. En voici quelques-unes. La première qui a été posée par Foulk et qui te demande: «D'où te vient ta vocation de comédienne? De quand date-t-elle?» Alors, elle date de l'âge de mes 12 ans. Voilà, j'étais au collège. Le théâtre m'intéressait, mais sans que je sache vraiment ce que c'était. Le théâtre qu'on faisait à l'école, bon, bah, c'était, Racine, Corneille. Je sentais que j'aimais ça, mais pas complètement, quoi. Et puis un jour, un prof nous a emmenés au théâtre de Célestat, qui est le grand théâtre de Lyon, et j'ai vu un récital Guy de Maupassant par un comédien, tout seul, ça se faisait pas du tout à l'époque, tout seul, pantalon noir, chemise blanche, une table, une carafe d'eau et il m'a emportée. Vraiment, là, pendant 1 heure et demie, je suis sortie de là, mais bouleversée. J'ai dit à ma prof de français qui nous avait emmenés au théâtre: «Madame, est-ce que c'est du théâtre ça?» Elle m'a dit: «Bah oui, c'est une forme de théâtre». J'ai dit: «Mais c'est ça que je veux faire. Moi, je veux défendre des choses, je veux faire rire, je veux faire pleurer». Elle m'a dit: «OK». Alors, j'étais très bonne à l'école, hein, j'adorais ça, très bonne en français. Donc la prof m'a dit: «Beh, écoute, on va monter un petit cours de théâtre au collège». Elle est arrivée à convaincre la direction, c'était un collège de jeunes filles à l'époque, hein, voilà, c'était pas mixte. Donc 2 300 élèves, elle est arrivée à convaincre la directrice de faire un petit cours de théâtre, donc toutes les semaines. Et elle s'est fait aider par un prof professionnel de théâtre qui dirigeait le centre d'études dramatiques de Lyon, parce que cette prof est absolument géniale. Elle avait l'humilité de se dire, c'est pas parce qu'on est prof de français et qu'on est bon prof qu'on va être un bon comédien. C'est à retenir, parce qu'il y en a qui pensent que voilà, ils peuvent faire les deux, qui viennent à Avignon en étant prof de français, en ça va le faire. Non, 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 c'est vraiment 2 métiers différents. Donc une femme est venue, Colette Maré,
Et dès le premier jour, évidemment, moi, j'ai été passionnée, j'étais là une demi-heure avant et nous étions donc une douzaine d'élèves. Et la première fois que nous avons eu une pièce à monter, le prof de théâtre nous a dit: «Tenez, je vous donne un texte, il faut être exigeant, même dans les débuts de quoi que ce soit, il faut être exigeant». Donc on va monter une pièce de Garcia Lorca. Bon, on avait 12, 13 ans, hein. Et elle dit: «Lisez cette pièce et la semaine prochaine, vous direz le personnage que vous voulez interpréter». Et la pièce, c'était Doña Rosita ou le langage des fleurs. Et dans cette pièce, il y avait une belle jeune fille, voilà, très belle, qui avait plein de suivantes, de servantes, et cetera. Évidemment, tout le monde, la semaine suivante, lui a dit: «Moi, je veux être Doña Rosita, moi aussi». Puis moi, je disais rien. Et la prof me dit: «Toi, je suis sûre que tu veux être la vieille femme». Effectivement, il y avait une vieille femme dans la distribution et chaque fois qu'elle parlait, l'action basculait. Et je lui dis: «Oui, madame, c'est ça». Elle me dit: «Toi, tu feras du théâtre». Alors Ah! voilà, j'ai donc fait pendant 3 ans les cours au collège et puis la prof de théâtre me dit: «Écoute, moi, j'ai un cours à côté. Bon, en principe, il faut 18 ans, mais bon, tu fais plus vieille que ton âge», donc déjà à l'époque. Donc Oh. mon frère dirige avec moi ce théâtre, ce cours. Bon, on peut peut-être s'arranger. Donc j'y suis allée, j'avais 15 ans et là, dans le cours, j'ai rencontré un garçon qui avait 20 ans et qui cherchait absolument des comédiens pour une petite troupe amateur et ça y est, c'est parti. Donc c'est vraiment parti de ce spectacle Maupassant, du concours de l'aide de ce prof de français et de ce prof de théâtre et puis après, bah, les rencontres et l'enthousiasme et j'ai eu la chance que mes parents, le jour où je suis rentrée de ce fameux spectacle de Maupassant, au repas, je leur ai dit: «Voilà, je vais être comédienne». Ils m'ont pas dit: «Passe ton bac d'abord, si jamais ça marche pas», du tout. Ils n'ont pas levé la tête de leur assiette, tout ça semblait normal et j'ai dit: «Si vous me laissez faire, je serai encore meilleure à l'école si vous me faites confiance». Et on a tous fait ça dans la famille, c'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on voulait. Ma sœur voulait être prof, elle l'a été. Mon frère voulait être ingénieur-chercheur, il l'a été. Moi, je voulais être comédienne, je l'ai été. Donc j'ai eu la chance aussi de vivre dans une famille où on laissait les enfants, prendre la direction qu'ils avaient envie de prendre, quoi. Voilà. Très bien, merci pour ta réponse. On a une seconde question de la part de Sarah. Quelle est la pièce que tu as jouée qui t'a le plus plu? Alors, j'allais dire toutes, sinon, vu que j'ai pas justement quelqu'un qui me dit: «Tu vas jouer ça, tu vas monter telle hauteur», donc toutes me plaisent évidemment, mais à des niveaux différents. Donc la question est intéressante parce que, elles ne me plaisent pas tout à fait pour les mêmes manières, les mêmes choses. C'est souvent parce que c'est une rencontre très forte, soit avec un sujet qui me bouleverse. Là, je prépare un spectacle sur les femmes battues, mais j'ai fait un spectacle sur les droits de l'enfant. Donc d'avoir entendu des enfants, enfin des adultes me dire qu'enfants, ils avaient été abusés, ils avaient vécu des choses terribles et que personne ne les avait écoutés. Enfin bon, du coup, je me suis emparée de ce sujet qui n'était pas du tout un vécu parce que chez moi, comme je l'ai dit précédemment, tout allait bien. Voilà, là, c'était vraiment là le sujet. Alors, est-ce que je peux dire que c'est cette pièce que j'ai préférée? Pas forcément, parce que la pièce avec sœur Emmanuelle, par exemple, qui s'appelle «L'amour plus fort que la mort», c'est né d'une rencontre. J'étais en Égypte et là, l'ambassadeur de France, je venais pour un spectacle, bien sûr, me dit: «Bah, écoutez, si vous avez un jour, vous m'avez parlé que vous aimiez les choses humanitaires, tout ça, il y a la sœur Emmanuelle». Alors personne n'en parlait de sœur Emmanuelle à l'époque, hein. Il y a une bonne sœur qui est au milieu des chiffonniers, qui marche dans la boue, dans les ordures. Elle est absolument incroyable. Je suis sûre qu'elle vous plairait. Et il m'a emmené la voir. C'était en 84. J'ai rencontré cette femme et en 2 minutes, elle m'a dit: «J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps». D'accord, OK. Enfin, j'ai vu ce qu'elle faisait quand même. OK. Je suis revenue 4 ans plus tard et là, elle a eu un peu plus le temps. Donc effectivement, je l'ai rencontrée dans son bidonville et surtout après, je l'ai rencontrée quand elle est rentrée en France. Et là, j'ai eu l'envie vraiment, mais vriller au ventre, de faire quelque chose sur elle, quoi, de raconter ce qu'elle vivait, ce qu'elle faisait, parce que cette femme est incroyable. Elle n'était pas du tout, confessionnelle au sens strict. Elle m'a jamais demandé, par exemple, si je croyais en Dieu. C'est pas son problème. On mangeait ensemble, on parlait de la vie, on parlait de la difficulté de se relever d'un échec, enfin toutes ces choses. C'était formidable. Donc j'ai fait un spectacle sur elle. Mais dire que c'est mon préféré, pas forcément, parce que quand j'ai travaillé sur l'affaire Dreyfus, par exemple, la passion m'a prise parce que c'était une erreur judiciaire. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas de confession juive, j'ai personne de militaire dans ma famille, il y a personne d'historien, mais l'erreur judiciaire me bouleverse chaque fois. Donc en fait, c'est ce sujet-là qui m'a intéressée. Donc chaque fois, je ne peux pas dire la pièce que j'ai préféré monter, toutes elles m'ont plu à des niveaux différents et toutes résonnent dans une partie de moi en fait. Où c'est le cœur, où c'est le ventre, où c'est la tête, il y a toujours un
un endroit en moi-même qui a vibré et une envie irrésistible de faire un spectacle dessus. Et chaque fois, j'écris. C'est-à-dire, bon, sauf quand quelquefois je monte des auteurs, j'ai monté Jean Giono, j'ai monté Albert Camus, j'ai monté Saint-Exupéry, mais sur les 40 spectacles que j'ai créés, il y en a 4 ou 5 d'autres auteurs. Donc, j'écris avec la passion et après je joue. Donc, un spectacle préféré, non, je ne peux pas dire, je les aime tous. Très bien. On a une autre question de Catherine qui te Oui. demande: «Comment vis-tu la schizophrénie entre ton moi réel et le moi du personnage sur scène?» Alors, pas de schizophrénie en fait, parce que comme je viens de le dire, je suis dans chaque sujet, je suis dans chaque personnage. Donc il n'y a pas Pierrette Dupoyer d'un côté et tout à coup le capitaine Dreyfus ou sœur Emmanuelle ou Marie Curie ou Sarah Bernard, pas du tout. Je fais une espèce de, il y a une osmose qui fait qu'en fait je suis à l'aise partout parce que j'ai tous les personnages en moi. Quand je joue Marie Curie, je suis bien sûr une chercheuse, je trouve le radium, etc. Mais je suis aussi une mère avec ses 2 enfants. Quand je joue la femme de Jean Jaurès, je suis la mère, enfin la femme d'un homme qu'on a assassiné, qui doit élever quand même ses 2 enfants. Enfin, donc en fait, il y a pas de cassure. Il y a juste une chose, c'est que lorsque je sors de scène, très très vite, je me déshabille de tout ce qu'a fait mon personnage, et là, je redeviens à 100% Pierrette Dupoyer, parce que autant sur scène, les gens attendent de voir Sarah Bernard, Joséphine Baker, Dreyfus, autant après, ils aiment savoir qui est Pierrette Dupoyer en fait. Mais ça ne me demande aucun effort. C'est-à-dire que autant avant le spectacle, il me faut 1 heure pour me concentrer et personne ne vient dans ma loge. Il y a interdiction d'y voir. Je ne fais pas d'interview, je ne fais pas de radio, je ne fais rien, pas de photos. Je suis dans ma loge. Je m'immerge vraiment dans mon personnage et dans mon histoire. Mais après, je fais correspondre tout ce qu'il y a de semblable entre le personnage et moi. Et quand je descends de scène, là, je redeviens Pierre Dupoyer à 100%. Voilà. Mais j'ai pas de cauchemar en me réveillant tout à coup dans un bidonville comme sœur Emmanuelle Oui, ou, bon, voilà, ou un petit prince sur une planète. Non, tout ça cohabite très sereinement. Voilà. très bien, donc tu es très au clair avec la façon, que tu as d'incarner des personnages et ensuite de pas les laisser avoir un impact trop important, sur Voilà. toi, sur tes émotions. Alors, excuse-moi, je fais une Oui, parenthèse. Heureusement, parce que par exemple, j'ai joué le spectacle sur une femme qui est folle, une femme qui a tué sa meilleure amie, c'est tiré d'un fait divers, et qui, pour échapper à la prison, fait croire qu'elle est folle. Alors voilà, et c'est la psychiatrie qui est en scène pendant 1 heure et quart. Donc, si vraiment il y avait une schizophrénie, je pense que je n'en sortirais pas indemne. Or, j'en sors complètement indemne. Enfin, je crois. j'ai l'impression aussi. On a une question d'Alexandre qui te demande: comme tu as joué dans de nombreux pays, y a-t-il des pièces que tu as dû adapter pour correspondre aux mœurs, de ces pays en question? Alors, très bonne question. En fait, je suis missionnée par les affaires étrangères lorsque je pars à l'étranger, donc c'est sous très haute sécurité, sous très haute surveillance. Parfois, j'ai même un garde du corps, comme c'est arrivé donc en Haïti pendant les émeutes, à Beyrouth, etc. Donc en fait, je ne veux pas de censure, je ne tolère pas la censure, ni quand je joue à l'étranger, ni quand je joue en prison. On y reviendra peut-être par rapport au spectacle que je joue en prison. C'est-à-dire que je ne veux pas avoir un spectacle donc caméléon, quoi. Un exemple typique, et c'est drôle cette question, parce qu'un exemple typique, lorsque j'ai joué Georges Sand pour la première fois à Beyrouth, je raconte que Georges Sand a planté 2 cèdres superbes face à la fenêtre de sa chambre. Elle les a plantés quand ses 2 enfants sont venus au monde. Bon. Solange et Maurice. Elle a planté 2 cèdres. Et l'ambassadeur de France vient dans ma loge à la fin, il me dit: «Ah écoutez, c'est très subtil d'avoir fait croire que Georges Sand avait planté des cèdres. Ça a beaucoup plu au public.» Ah, il dit: «Mais monsieur l'ambassadeur, je ne vais pas au Canada en disant qu'elle a planté des érables, je ne vais pas voilà, non, non.» Il dit: «Elle a vraiment planté des cèdres.» Je dis: «Mais oui, bien sûr, j'adapte pas mon spectacle au public.» Toutefois, il y a des théâtres, il y a des lieux où j'ai refusé d'aller. J'ai refusé d'aller, évidemment en Irak quand c'était, voilà, le dictateur qui était en poste. J'ai refusé d'aller en Afrique du Sud lorsqu'il y avait encore l'apartheid parce que je savais que je ne jouerais que pour des blancs, invités par des blancs. Mais voilà, ce sont des cas exceptionnels. Par contre, je vais dans des pays où la parole est très, très, très surveillée. J'ai joué sous le régime des colonels en Grèce où ils étaient tout au fond, tout autour de la salle. Je joue dans des endroits où effectivement je suis sous très haute sécurité, sous très haute surveillance, comme en Serbie, quand Milosevic était là, avec sa fille qui était dans la salle et qui dirigeait la principale chaîne de télé serbe. Mais je dis absolument tout le texte que je dois dire. Et il y a eu un jour, on m'a vraiment insisté pour que j'ai une censure. C'était au Turkménistan.
En fait, je faisais une grande tournée en Asie mineure, donc on avait fait Azerbaïdjan, Tadjikistan, et j'arrive au Turkménistan. Et là, je devais jouer le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et le chef d'État exige, quelques heures avant, qu'on lui apporte la traduction du Petit Prince en turkmène. Bon, alors là, pour trouver quelqu'un qui va traduire en turkmène, donc l'ambassadeur, je tiens au courant l'ambassadeur, le conseiller culturel contacte le chef d'État en disant, écoutez, c'est impossible, elle joue dans quelques heures, mais vous savez, c'est le texte Saint-Exupéry. Et il enchaîne en disant non, mais il y a des passages que je veux couper parce que c'est un spectacle, enfin un texte subversif. Il a raison. Il a raison. Je suis désolée, le Petit Prince, on a tort de faire apprendre ça aux gamins qui ont 6 ans, quoi. D'ailleurs, Saint-Exupéry, en page de garde, dit: «Je m'adresse aux adultes pour qu'ils se souviennent de l'enfant qu'ils ont été». Voilà. Et on voit effectivement un dictateur dans Le Petit Prince. Il y a un dictateur qui dit: «Assieds-toi, regarde, soleil, couche-toi, soleil, lève-toi». Donc finalement, il connaissait très bien le texte. Et donc je dis à l'ambassadeur: «Vous savez, il n'a pas tort, voilà, mais il n'est pas question que j'enlève ce passage». Donc l'ambassadeur dit au chef d'État, enfin au chef protocolaire: «Écoutez, non, on n'enlèvera rien, on n'a pas la traduction, mais on n'enlèvera pas de passage». Il dit: «Bon, bah, puisque c'est ça, le théâtre est fermé, j'interdis à madame Dupoyet de jouer». L'ambassadeur dit: «Écoutez, elle est logée dans un grand hôtel, elle jouera dans la salle de cérémonie du grand hôtel». Il a dit: «Si le grand hôtel permet ça, non seulement je fais fermer l'hôtel, mais je mets le directeur en prison». Donc là, eh ben, on m'a remise dans l'avion et je n'ai pas pu jouer. J'ai envoyé un mot à la famille Saint-Exupéry parce que je les tiens chaque fois au courant en leur disant: «Voilà, désolé, là, j'ai vraiment pas pu jouer parce que je n'ai pas accepté de censure». Et ils m'ont félicité de ne pas avoir accepté de censure. Donc pour répondre à la question directe quand même de cet auditeur, enfin de ce spectateur, oui, bien sûr qu'il y a des tentatives de me faire des censures, mais je les refuse. Je les refuse complètement. Donc si on m'impose une censure, eh bien je ne joue pas. Voilà, je veux pouvoir dire au public qui est là, voilà, ce que vous avez entendu là, alors que nous sommes à Dakar ou à Addis Abeba, c'est la même chose que j'ai joué à Paris et non pas, je vous ai un peu enlevé des choses qui pourraient vous choquer. Et par exemple, quand j'ai joué aux Émirats arabes, c'est le conseiller culturel de l'ambassade qui m'a dit, vous savez, je pense qu'il ferait jouer Georges Sand, ce serait pas mal. Je dis, vous êtes sûr? Il me dit, oui, Georges Sand. Donc j'ai joué Georges Sand. Bon, il y avait 98% d'hommes dans la salle et 2% de femmes qui étaient les femmes de ministres et d'ambassadeurs. Mais j'avais trouvé une ruse, justement. Parce que pendant l'après-midi, il y avait des femmes de ménage qui balayaient, qui nettoyaient. Et je me suis dit, elles, bon, et il y a beaucoup qui parlent en arabe, il y en a qui traduisent en français, hein, le français, ils le comprennent quand même un petit peu. Donc j'ai dit à mon régisseur, on va tout fermer, on va leur faire le spectacle pour elles en faisant croire qu'on fait une répétition. Donc elles ont pu entendre ce courant d'air formidable de Georges Sand, cette liberté, quelques-unes d'entre elles ont pu entendre. Mais voilà, mais là donc par exemple, c'est l'ambassadeur, ce qui est très rare, c'est l'ambassade de France qui m'a dit: «On vous suggère de jouer cela» et j'ai trouvé ça très intelligent et très fort, voilà. En effet, ça l'est. Tu nous as parlé enfin, tu as évoqué tout à l'heure un spectacle, que tu allais jouer en prison. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, depuis 30 ans, en fait, je joue en prison, je joue très souvent, j'ai joué beaucoup de spectacles. C'est la maman du chanteur Maxime Le Forestier qui m'a mis le pied à l'étrier, j'allais dire. Et le premier spectacle que j'ai joué, c'était un spectacle sur la peine de mort et la guillotine. J'ai joué à la centrale des femmes de Rennes. C'était la seule centrale de femmes en France à ce moment-là. Maintenant, il y en a eu d'autres. Et voilà. Et j'ai trouvé l'expérience si forte, si belle, j'emploie ce mot, que j'en ai fait un livre. J'ai raconté après plein d'autres expériences que j'ai faites en prison. Parce que tout à coup, il y a quelque chose d'intense. D'abord, alors ça, je le dis avec humour, les condamnés, enfin voilà, les détenus qui sont là ne peuvent pas sortir avant la fin, hein. Déjà, ils en prennent pour 1 heure et puis ils ne peuvent pas sortir autrement. Je plaisante. Mais ils posent des questions et c'est un souffle extraordinaire. Parce que certains sont en prison, certains et certaines, qui ne sont pas allés plus loin que la classe de 6e ou de 5e dans le meilleur des cas, ou même en allant au-delà, qui ne sont jamais allés au théâtre, qui pensent que c'est pas pour eux, qu'ils y comprendront rien et qui tout à coup découvrent que ça existe et qu'ils ont tout compris et tout senti. Quand je pars, je laisse toujours un livre et chaque fois, j'ai des ressentis qui me sont transmis par le SPIP, le service de probation, donc parce que j'ai pas le droit de donner mes coordonnées et les résultats sont incroyables. Si bien que j'ai commencé à jouer dans les centrales, les maisons d'arrêt, les pénitenciers, en France, enfin en métropole, dans les dom-toms et j'ai appris beaucoup. Exemple typique, lorsque j'arrivais dans une prison, on me disait, le directeur, j'étais présentée au directeur, et le directeur me disait, bon, alors vous aurez des droits communs devant, vous aurez des violeurs d'enfants derrière, enfin bref, il me faisait le casier judiciaire du public en me disant comment il serait assis.
Et je dis: «Attendez, moi je veux pas savoir». Il me dit: «Ah bon?» Je dis: «Mais je veux pas savoir, je veux pas savoir». «Ah d'accord, ben vous savez, il y a quelques fois eu des musiciens qui sont venus, ils voulaient savoir, ce qu'ils avaient fait». Je dis: «Mais moi il est pas question. Moi je veux que ce soit, Raoul, Marcel, Denise, que je vais voir». Enfin pas hommes et femmes mélangés évidemment, mais je joue aussi chez les femmes et aussi chez les hommes. Donc à partir de là, je n'ai jamais voulu qu'on me dise. Et ça bien m'en a pris parce qu'un jour, il y a un détenu qui, à la fin du spectacle, puisque j'exige qu'il y ait un débat, j'exige qu'il puisse s'exprimer. Donc du coup, je suis obligée de raccourcir un peu le spectacle en temps et en mise en scène, parce qu'évidemment, ils n'ont pas 3 heures pour aller au théâtre, hein, bon voilà. Et il y a un détenu qui me dit: «Est-ce que tu sais pourquoi on est là?» Alors je dis: «Bah écoute, ta question est intéressante», il me tutoie, donc je le tutoie, je fais un peu comme sœur Emmanuel, hein, moi je tutoie tout le monde très vite. Je dis: «Écoute, c'est intéressant parce qu'on m'a proposé, de m'expliquer et je n'ai pas voulu». Et je dis: «Mais tu sais, tu vas peut-être me dire pourquoi après tout, parce que j'ai pas voulu, parce que je trouvais ça un peu indécent, mais après tout». Il me dit: «Ah mais moi je vais te dire pourquoi». Il dit: «Tu sais, dès qu'on rentre en prison, quoi qu'on ait fait, tous les regards que tu croises, donc le codétenu, le maton, enfin le surveillant, le directeur, l'aumônier si tu fais appel à l'aumônier, enfin bref, le parloir avec ton avocate, tout le monde sait pourquoi tu es là. Combien de temps tu as encore à tirer, bref, tu es réduit à ta peine», sans mauvais jeu de mots. Il me dit: «Toi, tu vas arriver, tu ne sauras pas si on est libérable dans une semaine, tu ne sauras pas pourquoi on est là, depuis combien de temps on est là, et cetera, et ce qu'on a fait. Et tout à coup, tu vas nous restituer, en fait, notre identité». Et je dis: «Écoute, je te remercie parce que c'était exactement ça, mais j'aurais été incapable de le mettre en mots». Alors voilà, alors ce serait beaucoup trop long, il faudrait faire un autre interview peut-être un jour pour raconter ce qu'est le théâtre en prison. Parce que j'ai vécu des choses incroyables. J'ai joué des textes difficiles sur la justice, sur le meurtre d'un directeur de prison dans une œuvre de Victor Hugo, hein, Claude Gueux. Claude Gueux, il est en prison, il tue le directeur de la prison. J'ai joué ça dans une prison des Hauts-de-Seine. Mais ce serait vraiment, il y a trop d'anecdotes par rapport à ça. En tout cas, c'est une démarche volontaire. C'est jamais un directeur de prison qui m'appelle pour me dire vous pourriez venir jouer. C'est pas comme ça que ça se passe, hein. On fait des enquêtes sur moi. Alors depuis, ça va, je crois qu'ils ont compris. Donc maintenant, ils me laissent tranquille. Mais les premières fois où tu joues en prison, ils font des enquêtes dans ton quartier, les voisins, discrètement, la boulangerie, voilà, pour savoir un peu comment tu es perçu. Tu n'as pas le droit de voir quelqu'un de ta famille en prison à ce moment-là. C'est dommage, hein. Enfin, je plaisante. Non, mais bon, ils font des enquêtes de moralité, enfin bon, bref. Mais après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, moi, chaque fois que ça se passe, j'écris au garde des Sceaux. Alors, j'ai connu déjà 6 gardes des Sceaux différents depuis, en disant: «Voilà, tout s'est bien passé», pour encourager à ce qu'un spectacle en prison. Qu'on me prouve que ça ne sert à rien, qu'on me prouve que c'est nuisible. Et quelquefois, des gens me disent: «Attends, mais tu joues en prison, mais alors tu joues devant des gens qui ont tué des gamins, qui ont violé, qui ont posé une bombe». Je dis: «Bah oui». Je dis: «Mais attends, mais ils ont pas mérité d'avoir un spectacle». Je dis: «Attends, la notion de mérite, déjà, c'est très subjectif. Moi, je suis pas un juge. J'ai pas envie de les juger une deuxième fois». Et puis je dis: «Même celui qui a tué, qui a et cetera, heureusement, la peine de mort n'existe plus. Donc la peine perpétuité, c'est très, très rare. Donc celui qui a commis un acte délictueux terrible, il va ressortir. Il va ressortir. Il en a pris pour 20 ans, il va ressortir au bout de 15 ans, au bout de 10 ans, il va ressortir. Ce meurtrier, comme tu dis, ce poseur de bombes, ce barbare, va se retrouver dans le bus à côté de ta sœur, à la boulangerie à côté de ta mère. Est-ce que tu ne crois pas qu'il serait intéressant que sa réinsertion soit réussie? Alors si moi je peux aider tout simplement, et je sais que ça marche. Je ne vais pas dire pour tous les détenus, mais j'ai eu, moi, des témoignages. J'ai des détenus qui m'ont appelé après être sortis de prison, qui se sont renseignés, ils avaient juste mon nom, ils m'ont retrouvé très facilement et qui m'ont dit: «Mais grâce à toi, mais j'ai eu quelque chose à dire au parloir. Je voulais plus voir ma famille, je pouvais que leur raconter des trucs sordides et tout à coup, j'ai raconté ton spectacle». Alors voilà, je m'emballe, donc je vais arrêter là le sujet de la prison, c'était pour répondre, mais voilà. Oui, c'était très intéressant. Donc, le chemin que tu fais en général, c'est d'avoir tu as un spectacle, qui est enfin, que tu crées et à un moment en le voyant, enfin, ou en y pensant, tu te dis: «Ça, ce serait super en fait, de le jouer devant, des détenus, parce que, ça leur apporterait plein de choses». Tout à fait, tout à Ouais. fait. C'est moi qui choisis les textes. Alors, en plus, j'envoie le texte au directeur de la prison pour qu'il le lise. C'est rare qu'il le lise jusqu'au bout. Donc, il lit le premier paragraphe, il dit: «Bon, allez, c'est bon». Et puis, je te dis, la caution de la maman de Maxime Le Forestier m'a beaucoup aidée au début parce que, bon, c'est elle qui m'a introduite. Maintenant, ils me connaissent, donc ça va, quoi. D'accord, très bien. Alors, j'ai une cinquième question de la part de Kate qui te demande, que conseillerais-tu à un jeune qui voudrait devenir comédien aujourd'hui? Quel conseil lui donnerais-tu?
fonce, vas-y, vas-y, te laisse pas décourager. Ils vont tous te dire que tu n'arriveras pas, que ça paye mal, que c'est pas un métier, qu'il faut que tu aies à côté un métier. Ne les écoute pas. Fonce, fonce, parce qu'en fait, si tu vois, enfin, je trouve terrible, c'est vraiment intéressant cette question, parce que les parents, je sais, je sais, sauf mes parents justement, et sauf moi parce que justement j'ai eu la chance de. Mais la plupart des parents, quand leur enfant leur annonce, voilà, je vais faire du rock ou je vais être comédien ou je vais être. Bon, écoute, ok, passe ton bac d'abord. C'est devenu le titre d'un film. Hein. Passe ton bac d'abord, style. Et s'ils enchaînent la phrase suivante, ça va être parce que si jamais ça marche pas. Mais c'est horrible. Votre enfant vous annonce qu'il a une passion et vous êtes en train de lui dire qu'il va se planter. Enfin, je trouve ça hallucinant. Si jamais ça marche pas, tu pourras te rabattre sur ton métier. Mais tu auras envie de te foutre à l'eau si jamais ça marche pas. Donne-toi les moyens que ça marche et du coup, ça marchera. Parce que du coup, tu apprendras la rigueur, tu seras passionné, tu te tireras les bonnes sonnettes, tu feras les bonnes lettres où il faut, quand il faut, tu te débrouilleras et tu penseras plus ni à manger ni à dormir quand il faudra jouer et partager. Donc, si effectivement, on me disait, et il y a beaucoup de jeunes qui m'écrivent, et de parents, mon enfant cherche à, etc., etc. Alors, je mets un peu de douceur quand c'est les parents. Je dis, écoutez, vous inquiétez pas, s'il est passionné, tout se passera bien. Mais jamais je dis, écoute, c'est un métier difficile, il y a beaucoup de chômage. Mais où est-ce qu'il n'y a plus de chômage maintenant? À la limite, il y a 30 ans, j'aurais pu dire, ça risque d'être compliqué, prépare-toi. Non, je veux dire, c'est dur parce qu'il faut la passion. C'est sûr qu'il faut la passion. Tu dis pas à un enfant, tu seras comédien quand tu seras grand. On choisit. Donc, si on choisit, c'est qu'on va le faire avec toute sa force, quoi. Donc, pour répondre plus succinctement à la question qui m'était posée, je dirais fonce. Voilà. Très bien, bien reçu. Nous avons une dernière question de la part de Gaspard qui te demande: «As-tu des idées pour tes prochaines pièces?» Alors, des idées, j'en ai trop. J'en ai trop parce que je suis une fille de coup de cœur. Alors tout à coup, moi, je vois un reportage à la télé, ça me plaît. Je lis un bouquin, ça me plaît. Donc j'ai plein d'idées. La prochaine, c'est donc Acquittées, c'est le titre, c'est les femmes battues. Il y a très longtemps que des femmes venaient me voir en me disant: «Ah, tu écris beaucoup sur les femmes». C'est vrai que j'ai beaucoup écrit sur les femmes. Et, occupe-toi des femmes battues. Et je ne me sentais pas du tout d'aborder ce sujet. Et puis il y a eu cette femme, alors pas Jacqueline Sauvage, pas celle dont la presse a parlé il y a 1 an ou 2, voilà, non, celle d'avant, dont presque personne n'a parlé. Alexandra Lange, une femme battue qui a tué son mari d'un coup de couteau. Elle en a pris pour 20 ans et elle a fait appel et le jour de l'appel, 2 avocates la défendaient et n'arrivaient pas à la sortir du gouffre. Et l'avocat général, ça a fait jurisprudence, ça n'est jamais arrivé avant. L'avocat général, qui en principe est le dernier à prendre la parole et à réclamer une sentence, parce qu'il représente le ministère public, s'est levé en disant acquittez-la. Tellement la vie de cette femme, le récit de ce par quoi elle était passée, l'a bouleversée et elle a été acquittée alors qu'elle avait tué son mari et qu'elle en avait pris pour 20 ans. Donc je suis rentrée en contact avec cette femme. Ça a été très long, très difficile parce qu'elle vit encore cachée. C'est très compliqué parce qu'elle avait épousé un homme voilà, d'un groupe, disons, culturel très différent d'une autre et où tout le monde était très soudé contre elle. Alors, quand elle a tué, en plus, voilà, le mari, elle a eu plein de menaces de mort, etc. Je vais monter ce spectacle. J'ai rencontré l'avocat général qui m'a beaucoup parlé, qui m'a autorisé à prendre ses propres mots parce qu'il avait parlé un peu pendant le procès. Il a fini par acquitter là, mais évidemment, il a parlé un peu avant. Donc voilà, ce sera ma création Avignon 2021 et au théâtre de la Contrescarpe, j'espère, en 2022. Voilà. Donc ça, c'est ma prochaine. Mais bon, les autres, je préfère pas en parler parce que je ne parle d'un sujet que quand il est déjà dans ma peau. Hein. Je vous dis, des sujets, il y en a plein partout. Quelquefois, c'est des spectateurs qui m'apportent un sujet. Quelquefois, on me dit, ah, vous devriez parler de ça. Alors, comme je disais, les femmes battues, ça ne me parlait pas du tout. Il n'y avait aucune résonance en moi. Et puis d'autres fois, je dis, ah tiens, je me souviens d'un spectateur qui m'avait dit, vous devriez monter Yanis Ritsos. Je dis, je ne connais pas. Il me dit, vous ne connaissez pas, c'est un poète grec. J'ai attendu, je ne vais pas monter un poème. Il me dit, il y a un très long poème qui est formidable. Je dis, ok. Il me dit, lisez-le, c'est pour vous. Je vous assure, ça fait des années que je vous vois jouer, c'est pour vous. Donc j'ai foncé dans une librairie, j'ai acheté et j'ai monté ce spectacle. Parce que c'est extraordinaire. C'est une parole grecque, enfin grecque, traduit en français. Ce sont 7 femmes face à la mer, les vagues, qui viennent apostropher la mer comme s'il était un être humain,
avec tous les âges et tous les reproches. Donc, il y a la jeune qui dit: «Oui, tu prends mon mari alors que moi je veux un enfant et les périodes où je suis fécondable, il n'est pas là à cause de toi». Vous avez la vieille mère qui dit: «Tu m'as pris mes 3 fils, tu m'as pris mon mari, tu les as pris dans la tempête». C'est extraordinaire et je l'avais joué à Avignon, donc dans l'amphithéâtre de la fac, qui à l'époque était un lieu de spectacle, devant 300, un amphi de 300 places. On a fait plein tous les jours avec un poème grec que je n'aurais jamais découvert toute seule. Donc là, c'est un spectateur qui m'a guidée sur ce texte. Alors, heureusement, il m'a laissé ses coordonnées parce que depuis, je tiens au courant et il était invité à la première, évidemment. Très bien. Tu as envie de dire un mot en plus? Alors, bah, sur Dreyfus peut-être justement. Oui, vas-y. Alors, pour le spectacle Dreyfus-Laffaire, il y a une chose qui me passionne aussi, c'est quand je joue ce spectacle devant des scolaires. J'ai une anecdote incroyable. J'étais à Châtellerault, j'étais invitée au Grand Théâtre pour 3 séances tout public et puis je reçois un coup de fil un matin d'une prof qui me dit: «Madame, voilà, je suis très colère, il paraît que vous refusez de jouer pour mes élèves». J'ai dit: «Attendez, moi? Mais je fais des scolaires, il y a pas de problème. On a fait une scolaire hier pour un lycée». Elle me dit: «Oui, naturellement. Mais nous, moi, je suis un lycée technologique, enfin technique et évidemment, on n'est jamais conviés au théâtre, c'est toujours la même chose». J'ai dit: «Bah, écoutez, attendez, c'est très simple. Est-ce que demain après-midi, vos élèves peuvent venir?» Elle me dit: «Bah, oui, je peux l'organiser». Je dis: «Bah, écoutez, demain après-midi, je joue le spectacle Dreyfus-Laffaire pour eux». OK et donc j'appelle le théâtre, je dis: «Demain après-midi, OK, bon, on met ça en place» et les élèves, donc devaient être plus de 300. Donc je le dis aux techniciens: «Écoutez, on va pas les faire passer par le hall» parce qu'il y avait une grande exposition sur l'affaire Dreyfus qui suit mon spectacle et quand il y a des élèves, on fait attention à pas laisser les documents. Bon, ils vont arriver à toute allure, donc ils rentrent par les côtés, ce qui veut dire qu'ils ne savaient pas que c'était une fille qui jouait. C'est pour ça que c'est intéressant. Ils ne savaient pas que c'était une femme qui jouait. Donc le spectacle commence, roulement de tambour, les élèves commencent à parler entre eux: «Oh là là, c'est quoi ce truc? Oh là, un militaire!» Ils parlaient entre eux, je les entendais parler et puis j'arrive et puis on m'arrache les galons, on casse mon sabre, c'est-à-dire on fait des crasses à un militaire, quoi. Ah, ça commence à les intéresser. Et dès le début, on comprend que Dreyfus est innocent dans mon spectacle. Donc dès le début, ils se passionnent pour ce mec à qui on fait des crasses, parce que c'est comme ça qu'ils l'ont vécu. Donc ils se passionnent, ils voient qu'on me torture, on me met les fers aux pieds. Ils étaient mais comme ça. Et puis arrive la révision du procès. Et moi, je fais tous les personnages, hein. Donc à la révision du procès, après qu'il ait souffert déjà pendant 5 ans hein, en galère, le procès est révisé et le président du jury annonce il y aura 20 témoins pour la défense et 70 pour l'accusation. Et là, les élèves commencent à crier enfoiré, enculé, commencent à insulter le président et les profs paniqués et moi ravi, mais ils ont raison, ils avaient raison. Quand je joue en tout public, il y a toujours un frémissement d'ailleurs à ce moment-là, quand j'annonce les 20 témoins pour la défense et 70 pour l'accusation, alors qu'il n'y a pas de nouvelles pièces au dossier. Hein. On est outré. Mais là, les élèves, ils disaient ah bon. Donc, je continue le procès, etc. Donc, moi, j'étais heureuse. Je dis, mais ils sont dedans, ils sont dedans. À la fin, je salue une première fois en capitaine. Je vais dans la coulisse 2 secondes, j'enlève le képi, j'arrache la moustache, les cheveux tombent et je reviens en nana. Et là, les gamins, mais tétanisés, il y en a un qui se met à hurler en plus, c'est une meuf. Et en plus, c'était son bravo. Et toute ma vie, je me souviendrai de ça. Alors à la fin, il était là, il tapait Dreyfus, Dreyfus. Parce qu'il ne savait pas mon prénom, il ne savait toujours pas, on s'en fout. Et à la fin, il a fallu dédicacer. Enfin bon, et j'étais ravie. Alors voilà, ce qui veut dire que voilà, ça a beau avoir lieu il y a un siècle, ça a beau avoir eu lieu dans un milieu militaire et autres, que ça a été attaqué un juif, peu importe, on est dans une erreur judiciaire. Et les ados, si on arrive à les intéresser au théâtre, c'est une force extraordinaire. Parce qu'ils n'ont peur de rien dans les réactions. Ils sont étonnés, ils le disent, ils s'emmerdent, ils s'endorment. Enfin, je veux dire, c'est une école extraordinaire pour nous comédiens. On a la trouille, hein, d'ailleurs. On a un trac souvent avant les scolaires beaucoup plus grand. Parce qu'il n'y a pas de faux semblants, hein, il y a pas ils sont pas polis. Ils sont pas polis. À la limite, bon, ils vont se taire, mais s'ils s'ennuient, ils vont vous le montrer, vous allez le sentir, quoi. Mais si vous les passionnez, ah bah, ça va marcher aussi, quoi. Voilà, c'était une petite anecdote en plus, désolée d'avoir pris Non, un peu de temps. c'était très bien. C'était une très bonne anecdote Bon, lié à Dreyfus en plus. liée à Dreyfus, tout à fait. Et Dreyfus, tu l'as créé il y a combien d'années? Là, là, il y a très longtemps, en 96, je crois, quelque chose comme Ah ça. oui. Enfin, il y a longtemps. Merci beaucoup, Pierrette, pour toutes ces réponses, aux questions de nos internautes. On était ravis de t'entendre et on a hâte de te retrouver rapidement. Voilà, ben moi je vais vous dire au revoir, enfin au revoir, rendez-vous en tout cas, c'est pas un au revoir dans longtemps. Rendez-vous au théâtre de la Contrescarpe pour partager des belles émotions, donc pour Dreyfus l'affaire, et puis la joie de vous rencontrer à la sortie. Attendez-moi, j'adore parler avec le public. Au revoir.